Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'école démocratique pour mes enfants? C'est un sujet qui me touche vraiment au fond du cœur puisque mes enfants ont été pour moi au cœur de ma vie. Ils sont toujours une priorité et j'estime que leur avoir donné la vie, les avoir mis au monde, fait de moi la responsable non pas de leur chemin, mais la responsable du contexte dans lequel je leur permets de vivre, un contexte qui va leur permettre ou pas de bien pousser. Je considère qu'un enfant, c'est un peu comme une graine d'une plante. Vous savez, les plantes, selon le terrain dans lequel on les met, eh bien, elles vont plus ou moins bien pousser ou grandir, voire même pouvoir complètement s'épanouir ou pas du tout. Et j'estime que c'est un peu pareil pour les enfants. Et ceux qui sont responsables de trouver le bon terrain, de le créer, de l'enrichir pour que la plante pousse bien, de bien l'exposer au soleil, d'y faire attention, eh bien, ce sont les parents qui sont les jardiniers de ce terrain dans lequel peut pousser leur enfant. Et pour moi, quand je me suis posé la question de l'éducation de mes enfants, c'est quand mon aîné approchait l'âge de 3 ans et tout à coup, je me suis réveillée. Je me suis dit: «Oh là là, mais en fait, à la rentrée prochaine, il faut qu'elle aille à l'école». Et là, une partie de moi a vraiment dit: «Non, je n'ai pas envie de la mettre dans ce système. J'ai envie de trouver quelque chose qui fasse que mon enfant puisse grandir sans être soumise à certains diktats pour moi de l'éducation scolaire et puisse s'épanouir pleinement». Alors, si j'en suis arrivée là en tant que maman, évidemment, c'est pas un hasard, hein. C'est que moi-même, j'avais un parcours avec ça et avec l'éducation nationale et avec l'école, puisque j'étais, moi, diplômée de Sciences Po Paris à 20 ans. J'ai toujours été une brillante élève, première de la classe. J'ai fini ma scolarité avec le bac mention très bien et en ayant en plus un an d'avance. Ayant le bac mention très bien, cela m'économisait les classes de prépa, donc 2 ans de prépa ont été sautés à nouveau et je suis entrée directement parmi les plus jeunes, voire la plus jeune de ma promotion, à Sciences Po Paris à l'époque, une école hyper exigeante, élitiste, dont j'ai accompli le cursus donc pendant 3 ans pour obtenir le diplôme de relations internationales à l'âge de 20 ans. Donc être diplômée de Sciences Po Paris en relations internationales à l'âge de 20 ans, c'est quelque chose a priori qui semble nous destiner à une carrière, à un avenir, voilà, réussi, hein, puisqu'on a un grand diplôme, qu'on est jeune, etc. Et pour moi, c'était l'inverse en fait. Ça a été l'inverse parce que quand je suis sortie à 20 ans de Sciences Po avec le diplôme, j'étais dans un tel mal-être existentiel, j'étais tellement perdue par rapport à ce que j'étais et à ce que je devais faire dans la vie. J'étais bien incapable à l'époque de pouvoir construire une carrière de manière rationnelle, fructueuse pour moi. J'étais en proie aux troubles du comportement alimentaire, à l'anorexie, la boulimie. J'étais coupée des gens de mon âge. J'avais pas de petite amie. J'étais très mal dans les relations. J'étais toujours un peu en colère, avec une sorte de violence qui se tournait notamment contre ma famille, de révolte permanente. Enfin, j'étais une écorchée vive, quoi. Et j'étais vraiment mal dans ma peau. Et ce qui m'a aidée, eh bien, c'est de reprendre le chemin de ma passion créative qui était le théâtre. Et en suivant cette passion du théâtre, je me suis retrouvée à Berlin. Donc j'ai eu une bourse de Sciences Po pour aller normalement ou officiellement compléter mon diplôme de Sciences Po Paris par un diplôme franco-allemand de sciences politiques. Et donc je suis allée à Berlin officiellement pour ça. Et puis là-bas, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller beaucoup plus au théâtre et dans les écoles de théâtre et dans tout ce qui m'intéressait plutôt qu'à l'université. Les profs allemands étant bien plus tolérants et compréhensifs à ce niveau-là. Ils me laissaient rendre des devoirs écrits auxquels ils mettaient des notes et le reste du temps, ils me laissaient faire ma vie. Donc, c'est à Berlin que j'ai rencontré cette école du Physical Theater, le théâtre physique, en poussant un jour la porte d'une petite école de théâtre qui est aujourd'hui devenue une des plus reconnues en Allemagne. Et j'ai rencontré une femme très importante pour moi, une dame qui avait travaillé avec le fondateur du théâtre physique, M. Grotowski, qui était sa première actrice et qui avait fondé ensuite son école. Et là, pour la première fois de ma vie, eh bien, j'ai travaillé le corps. Donc, sur le chemin du théâtre, j'ai rencontré le chemin du corps et là, j'ai dit, ça, c'est ma voie. Ça, c'est ce qui va m'aider, me sauver. Et pendant des années, j'ai renoué, grâce à l'entraînement corps et voix de l'acteur, à cet espace en moi
d'intimité avec moi-même, de reconnexion à mon corps, à ma personnalité, à mon être, à ma créativité, à mon imagination, à ma sensibilité, à mon intuition, à tout ce que les études et la scolarité m'avaient demandé de renoncer, tout ce que la scolarité m'avait demandé de sacrifier pour me suradapter en tant que, évidemment, enfant au potentiel. Hein. C'est une des qualités, mais c'est aussi une des choses qui est le plus dangereux pour les hauts potentiels, c'est qu'ils se suradaptent à leur environnement pour être acceptés, parce qu'ils se sentent différents. Moi, c'est toujours été mon cas, et du coup, ils se suradaptent, et donc je m'étais suradaptée à l'environnement scolaire, devenant une élève parfaite, mais sacrifiant complètement ma personnalité par ailleurs, donc j'étais très très mal. Et évidemment, c'est ce qui m'a permis ensuite, en revanche, en me libérant par le travail du corps, eh bien de suivre mon vrai chemin dans ma vie, de rencontrer ensuite d'autres mentors, des mentors en loi d'attraction, en business, en abondance financière, et de pouvoir ainsi mettre ensemble mes talents, ce que j'étais, ce que j'avais envie de donner au monde, avec le fait de créer une entreprise prospère, ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler dans ce podcast. Mais le sujet du jour, c'est donc bien celui de l'école, justement, de l'école démocratique, et je voulais vous redonner un petit peu ces aperçus sur mon passé pour que vous compreniez pourquoi, quand je me suis posé la question de mettre évidemment mon bébé, ma perle, la petite âme qui m'avait été confiée par l'univers à l'école, j'ai dit clairement non, elle ne vivra pas ce que moi j'ai vécu. J'avais déjà perçu chez elle énormément de créativité, d'imagination, de joie de vivre, de mouvement, et je savais que tout ça serait largement limité, voire interdit, dans un cursus classique. Donc j'ai fait mon choix en cherchant d'abord dans un ouvrage qui était à l'époque le guide des écoles démocratiques. Je l'ai lu en entier, j'ai comparé, et puis je suis tombée sur la ferme des enfants. La ferme des enfants, une école alternative créée en Ardèche du Sud, en pleine nature, à la lisière du bois de paille-olive, dans une nature sauvage protégée, au sommet d'une grande falaise qui surplombe le Chassezac, un endroit où je vis toujours actuellement. Et l'école était posée là, avec tout un environnement d'apprentissage, avec des outils Montessori mis à disposition des enfants, avec un environnement bienveillant et d'adultes bienveillants. Et c'est cette école que j'ai choisie pour mes enfants, donc ma fille qui a aujourd'hui 18 ans, mon fils qui en a 16 et ma petite dernière qui en a aujourd'hui 10. Donc quand j'ai fait ce choix, évidemment, il y avait des raisons profondes que je vais vous expliquer, et je vais les mettre là en perspective avant tout avec mon expertise du corps. Parce que j'ai pu identifier ensuite, quand moi j'ai fait mon chemin de résilience, quand je me suis sortie des troubles du comportement alimentaire sans jamais aller voir un seul psychologue, juste par le travail du corps, quand j'ai repris confiance en moi au point de pouvoir diriger une compagnie de théâtre, un festival pendant plusieurs années, des troupes entières avec 40 acteurs sur scène en tant que metteur en scène, mener à bien toutes mes créations, trouver mon indépendance, devenir maman, toute cette confiance que j'ai retrouvée en moi, eh bien, au départ, ça l'a été grâce à ce travail du corps. Et donc, ça m'a permis d'identifier des principes que j'expose d'ailleurs dans mon livre, Mon corps a des choses à me dire, qui sont des principes fondamentaux qui devraient être préservés précieusement dans le corps de chaque enfant, parce que ce sont des principes que nous avons quand nous sommes petits, que nous conservons à peu près jusqu'à l'âge de 4, 5, 6 ans, et puis ensuite, quand on nous met à l'école assis sur des chaises toute la journée en nous demandant essentiellement de ne pas bouger et de faire travailler essentiellement l'intellect, eh bien énormément de ces capacités se perdent, et ça crée de grosses problématiques pour certains enfants d'ailleurs, qui n'existeraient pas si on respectait mieux ces principes-là. Donc l'environnement et les principes éducatifs de l'école démocratique que j'ai choisi pour mes enfants permettaient justement de respecter ça. Et la première chose qui est respectée, c'est le fait que les enfants aient le corps libre dans l'espace. Le corps libre dans l'espace, c'est tout simplement qu'un enfant peut bouger comme bon lui semble, sans que jamais personne ne vienne lui dire « arrête, tiens-toi immobile, calme-toi, ne bouge pas, arrête de courir, fais ci au lieu de ça ». Donc l'enfant qui arrive dans un espace libre, ça signifie que quand ils arrivaient à l'école, eh bien, ils avaient le choix le matin, soit de rester dehors et de faire des jeux en extérieur, soit de partir faire la balade des chèvres, soit d'aller jardiner, soit de rentrer dans l'espace de travail et de choisir le travail qu'ils avaient envie de faire ce matin-là, soit d'aller à la médiathèque, lire tranquillement ou dessiner, etc. Donc, l'enfant peut suivre l'élan de son corps et aller là où son corps lui dit d'aller en écoutant.
et en suivant ainsi son intuition pour aller faire ce dont il a le plus besoin de faire au moment où il a envie de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on écoute aussi les enfants dans ce contexte. Et on écoute donc sa voix. Aujourd'hui, quand je fais des stages de masterclass, des stages de masterclass de body art healing, je fais travailler le corps et la voix. Et énormément d'adultes, quasiment la plupart des adultes, sauf ceux évidemment qui travaillent la voix par ailleurs, mais ont une voix qui est fermée, qui est petite, une bouche qui n'arrive pas à s'ouvrir pleinement, et une voix qui est retenue. Mais une voix retenue, ça veut dire une personnalité aussi qui ne s'épanouit pas complètement. Tout ça pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, enfant, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus, on nous a plutôt dit de nous taire. En tout cas, l'adulte avait raison en permanence, et on est rarement capable de vraiment écouter un enfant très sérieusement. Donc, écouter la voix de l'enfant, évidemment, c'était un des principes de l'école. Et écouter sa voix, c'est aussi accueillir la communication de ses émotions et communiquer au sujet de ses émotions. L'autre principe, c'était que le jeu était extrêmement présent. On respectait avant tout la joie et l'élan vital des enfants, puisque l'objectif était qu'ils soient heureux. Donc tout était fait pour qu'un enfant, la journée, trouve son chemin. Mais son chemin, finalement, c'était quoi ? Eh bien, le chemin qui faisait qu'il était à chaque instant heureux, tout simplement. Joyeux d'être à l'école, heureux de faire ce qu'il faisait. Donc la joie était la boussole, le repère pour savoir si tout se passait bien pour un enfant. C'était sa joie de vivre, tout simplement. Et le respect de ses élans. La créativité et l'initiative, dans ce contexte, sont également pleinement respectées et même encouragées. Quand un enfant vient proposer un jeu ou proposer une idée de faire un spectacle, d'arranger le jardin d'une certaine façon, etc., eh bien, cela faisait l'objet de rencontres au niveau du conseil de l'école. On pouvait en discuter, voir qui avait envie de faire ce projet avec l'enfant, etc. Donc ça peut aller de la proposition de faire un jeu à un moment donné, dans la cour, tout simplement. Et là, les enfants se rallient. Et comme tout le monde est libre, eh bien, ceux qui ont envie à ce moment-là de jouer avec lui suivent son élan et vont jouer avec lui ou faire le jeu avec lui. Il y avait de grands jeux de rôle comme ça, collectifs, qui étaient organisés et orchestrés uniquement par les enfants dans l'école. Des spectacles étaient ainsi organisés, montés par les enfants. Ils pouvaient faire ça à tout moment, quand ils le souhaitaient. On libérait des espaces, on organisait les choses pour qu'ils puissent créer leur projet. Donc évidemment, cela renforçait le 6e principe, qui est celui de l'autonomie et de la confiance en soi. Quand on nous laisse faire notre projet, quand on se confronte aux difficultés de l'organisation soi-même, quand on voit qu'on arrive à les résoudre et que finalement le projet aboutit, eh bien on prend évidemment confiance en soi. Et enfin, le 7e principe de cette école, c'était de respecter justement pleinement l'enfant. On le respecte avec tout ce que je viens de dire avant. Et du coup, naturellement, on observe qu'un enfant va être plus enclin aussi à respecter d'abord lui-même, les autres, les règles, les adultes. Parce qu'évidemment, ce n'était pas une école sans règles. Il y avait des règles très strictes de respect de l'autre, d'attention aux espaces, de rangement, de respect de la vie en collectif. Et ces principes-là, quand ils étaient enfreints, il y avait des protocoles, alors des protocoles non punitifs, non violents, comme je vais vous l'expliquer ensuite, mais qui permettaient de faire que les règles étaient respectées. Mais globalement, ce que moi j'ai observé, c'est qu'un enfant qui est respecté, qui est joyeux, qui a confiance en lui, naturellement, eh bien, il respecte les autres. Il n'a aucune raison d'être agressif, revendicateur, chaotique ou agité, puisqu'il est finalement à chaque instant encouragé dans son bien-être. Donc cette vitalité de l'enfant est intacte, il bouge, il joue, il s'entraîne, il danse autant que leur corps en a besoin, et le mouvement de la vie en eux est préservé, et ça, c'était pour moi évidemment une priorité. Priorité aussi le respect du rythme d'apprentissage, parce que évidemment tout cet environnement, tous ces principes favorisent le fait que l'enfant apprenne mieux, tout simplement parce que si un enfant bouge à un certain moment, s'il fait une certaine action, c'est jamais par hasard, c'est parce que son cerveau en a besoin. Donc quand un enfant allait se détendre dehors pour jouer à la balle, eh bien c'était bien plus intelligent de le laisser faire ça et ensuite de le laisser revenir à son activité, par exemple de lecture ou de mathématiques, tout simplement parce que dire à un enfant qui a envie d'aller courir dehors, maintenant tu ne vas pas courir, tu t'assois et tu travailles des mathématiques, c'est créer un bug dans son cerveau parce que lui, il a envie d'aller courir dehors, donc il aura du mal à se concentrer sur les mathématiques. Et ensuite, on va dire, ah, il a du mal à se concentrer, il a des troubles de la concentration. Ben non, il n'a pas des troubles de la concentration, c'est juste qu'il n'a pas envie de faire ça à ce moment-là. Si on respecte son envie, il saura parfaitement se concentrer au moment où c'est le moment pour lui d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre.
Alors ensuite, comment les enfants qui se respectent donc les uns les autres, hein, parce qu'ils sont eux-mêmes respectés, interagissaient entre eux? Eh bien, là, ce qui est important pour nous aussi dans cette école, c'est qu'il y avait des principes, les principes de la communication non violente qui étaient mis en place, et ça, c'était un peu la spécificité de Sophie Rabi, hein, par rapport à d'autres écoles. Sophie, très attachée à la notion de non-violence et de paix, et apprenait aux enfants, en fait, à gérer leurs conflits et leurs différends par les grands principes de la CNV, la communication non violente. Donc, de quoi s'agissait-il? Eh bien, quand il y avait des frictions, évidemment, il y en a tout le temps, hein, des conflits entre enfants ou alors entre enfants et adultes, parce que les adultes, au même titre que les enfants, pouvaient être amenés à être appelés en médiation. Il y avait une petite yourte qui permettait, qui était la yourte destinée à cela, un petit espace rond, cocoon, où les enfants étaient invités à aller gérer leurs conflits avec un médiateur, et les enfants eux-mêmes pouvaient apprendre à être médiateurs. Mon enfant, à 10 ans ou 11 ans, il était avec Sophie en train d'apprendre comment être médiateur en communication non violente. Donc évidemment, la non-violence ou la communication non-violence repose sur le fait que on reconnaît que chacun a des besoins différents, des pensées différentes, et que entre ces différences, eh bien, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, on peut apprendre à tolérer son point de vue et puis à essayer de trouver des ententes, des façons de faire qui permettent de vivre ensemble et de s'entendre, même si on a des différends. Donc je vois aujourd'hui à quel point cette éducation a permis aussi, par exemple, à mes enfants de bien reconnaître leurs émotions, de bien reconnaître leurs besoins et de les nommer. Et j'avoue vraiment que moi aussi, j'ai réappris cela avec eux, parce que moi, je n'avais pas reçu ça à l'école. Donc savoir vraiment nommer, accueillir l'émotion de l'autre sans rien projeter dessus, simplement en écoutant avec l'écoute active, l'écoute bienveillante, et puis en faisant un retour neutre et bienveillant. Tout ceci s'apprend, hein, et je l'ai appris moi aussi avec mes enfants dans ce contexte. Donc évidemment, un enfant dont la voix et les émotions sont entendues, un enfant qui apprend à nommer ses émotions, ses besoins, et à voir que l'autre peut avoir des émotions et des besoins différents, et comprendre comment pouvoir s'entendre, c'est un enfant qui, à mes yeux en tout cas, est bien mieux outillé pour entrer dans le monde et coopérer avec d'autres personnes, que ce soit des équipes, des collectifs, des groupes quels qu'ils soient, que n'importe qui d'autre, et que peut le faire l'éducation nationale, qui n'apporte à ce niveau-là absolument rien, puisque au contraire, dans l'éducation nationale, on est plutôt sur la mise en concurrence, sur le jugement, sur la dévalorisation de ceux qui n'arrivent pas, et d'ailleurs ça provoque souvent de la moquerie, il y a aussi du harcèlement, enfin toutes ces formes très violentes de rapport, sous une autorité qui s'exerce aussi de manière violente, hein, puisque les adultes ont raison, on ne discute pas le règlement, on est puni si on l'enfreint, il n'y a absolument aucune écoute pour tout ce qui pourrait être le point de vue, l'émotion de l'enfant, son être. Il n'est là que pour obéir, marcher droit et apprendre comme on lui demande, et le professeur, quel que soit l'état du professeur, quel que soit son état à lui, ou en tout cas sa posture à lui, qui peut être parfois d'ailleurs très pas juste du tout, c'est quand même lui qui de toute façon a raison par rapport à ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, c'est une autorité imposée comme ça sur l'être de l'enfant, qui fait que beaucoup de personnes aussi subissent, hein, souvent des notions d'injustice à l'école ou ce genre de choses, mais n'ont pas d'espace pour l'exprimer, et donc peuvent les retourner contre elles-mêmes, en faire des formes de dépression, ne pas se sentir entendues, se sentir aussi fortement dévalorisées ou humiliées, et tous ces drames psychologiques, ces drames intérieurs des enfants qui grandissent dans ce genre de contexte, n'ont souvent absolument pas d'écoute et vont s'exprimer ensuite, eh bien, avec des formes déviées d'expression de leur détresse, hein, que ce soit, comme pour moi, des troubles du comportement alimentaire, ça peut être aussi des addictions précoces à l'alcoolisme ou à la drogue, et voire encore plus gravement des tentatives de suicide, comme on sait qu'il y en a de nombreuses, encore beaucoup trop, dans notre jeunesse actuellement, et pour moi c'est en lien direct avec les contextes d'éducation dans lesquels sont mis les enfants. Donc pour qu'un enfant garde comme ça sa capacité à être heureux, dans la joie, dans le leadership, évidemment, et c'est important que dès qu'il est petit, il apprenne dans un contexte bienveillant comment il peut suivre son élan, être leader, être porteur de projet, avoir confiance en lui, s'entendre avec d'autres pour les emmener dans son projet, etc. Et c'est pour moi très important, moi qui suis leader, qui vois l'importance de pouvoir avoir toute cette liberté d'exprimer mon leadership au féminin, et bien d'avoir pu donner à mes enfants la possibilité eux-mêmes d'être libres
avec cette confiance en eux. Alors, bien sûr, souvent on me demande: «Ah mais alors, comment ça a fait après? Ils ont grandi». Moi, je me pose toujours la question de comment ils vont s'adapter et cetera. Bon, avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez peut-être commencé à comprendre que, justement, ces enfants sont bien mieux armés, bien mieux outillés pour s'adapter, pour faire leur chemin dans la vie, que ceux qui n'ont pas été respectés, qui ont été contraints, dont on n'a pas respecté les élans, les besoins, et qui ont appris à les taire et voire à ne même plus du tout les reconnaître ou qui ne savent plus non plus très bien ce qu'ils ressentent, etc. Évidemment que ces enfants sont bien mieux outillés. Et en termes d'apprentissage, tous les enfants qui sont sortis de ce type d'école que je connaisse, et moi j'ai suivi cette école quand même pendant longtemps, hein, puisque ma grande a 18 ans maintenant, je suis présidente de l'association de l'école, j'ai suivi de nombreux enfants, j'ai fait des spectacles de théâtre avec eux, je les ai suivis un petit peu après dans la vie. Je vois bien que ce sont aujourd'hui des jeunes adultes épanouis, qui ont trouvé des projets qui leur ressemblent dans la vie, et ceux qui ont choisi de suivre des cursus classiques ont tout simplement cartonné en termes de notation. Je vous donne juste moi l'exemple que je connais le mieux, hein, qui est celui de mon fils qui a choisi de retourner au collège. Alors il y allait essentiellement pour des raisons sociales, parce qu'à l'âge qu'il avait, c'était important pour lui de rencontrer plus de jeunes de son âge qu'il n'avait pu rencontrer dans son école démocratique, donc il avait envie de voir ce que c'était que le collège classique, etc. Et il y est allé et il a fini avec son brevet mention très bien. Mais quand je suis allée moi chercher son brevet, j'ai eu les professeurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit: on n'a jamais eu un élève comme ça en quatrième et en troisième. Votre enfant, il est épanoui, c'est mon meilleur, sa prof d'anglais me disait, c'est mon meilleur souvenir de toute ma carrière. Et Flamme, il est présent, il avait de l'humour, il était actif dans la classe, il avait confiance en lui. Et sa professeure de français qui disait, il a le sens vraiment de l'argumentation, ça c'est sûr, parce qu'il discutait tout ce qui lui plaisait pas. Donc il challenge les professeurs aussi, hein, bien sûr, parce qu'il n'accepte pas d'entendre quelque chose qui ne lui convient pas, donc il va discuter ce qu'on lui raconte, s'il n'est pas d'accord, etc. Donc ce sont des enfants ensuite qui sont plutôt des locomotives dans les classes, hein, des enfants qui vont être avec une culture générale très très large parce qu'on les a jamais dégoûtés du savoir, donc ils se sont intéressés à plein de choses, lu plein de choses, etc. Donc généralement ils se débrouillent très 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 bien et dans les cursus classiques et dans leur chemin professionnel. Ma grande fille qui a aujourd'hui 18 ans, elle vient de terminer avec un diplôme qu'elle a fait à la maison dans un cursus américain alternatif qui s'appelle Clone Lara. Et elle a terminé avec un diplôme de la high school américaine. Elle peut avoir l'équivalent de son bac en France. Et elle a tellement pris confiance en elle dans tout ce cursus où elle devait se débrouiller toute seule pour faire ses heures, s'organiser avec son mentor, faire ses propres projets, etc., qu'elle a passé les auditions pour des écoles de cirque exigeantes et elle a été prise dans la plus exigeante, celle de Cannes, pour elle, avec sa spécialité du tissu aérien. Et alors qu'elle vient du fin fond de l'Ardèche, qu'elle a travaillé dans sa petite école de cirque ardéchoise, qu'elle pensait ne pas forcément avoir beaucoup ses chances, eh bien en fait, elle a été prise de partout parce qu'elle a un tel aura, un tel charisme sur scène, elle est tellement sûre d'elle et sensible et avec toutes ces émotions qui transparaissent. Moi je le vois, j'ai l'habitude de diriger des acteurs, et bien évidemment qu'elle est retenue souvent parce qu'elle marque les esprits par sa présence et son ouverture, et donc elle a été retenue dans une école de cirque. La petite dernière, elle se passionne pour les animaux, elle est aussi retournée à l'école classique après que l'école La Ferme des Enfants ait déménagé, et elle apprend par stratégie parce qu'elle veut être vétérinaire, donc elle se dit, ben, pour l'instant pour être vétérinaire, il faudra sûrement qu'elle suive un cursus classique, mais elle prend ce qu'il y a de bon à l'école, elle est capable de m'exprimer ce qui ne lui va pas, il y a souvent des choses qui ne lui vont pas quand elle est à l'école, des injustices qu'elle vit par rapport aux institutrices, etc. Mais elle est capable d'en parler. Elle est capable de venir me voir, dire oh, aujourd'hui l'instit elle a dit ça à un maternel, ça m'a choqué, etc. Et donc je l'accueille, on en parle et on sait qu'elle est confrontée à une réalité à laquelle elle n'était pas confrontée avant. Et c'est aussi très sain parce que ça lui permet de faire la différence entre le milieu protégé, bienveillant, non violent dans lequel elle a grandi, où elle a appris tous ces principes pour mieux se connaître et être respectée, et puis d'autres milieux où ça ne se passe pas comme ça, et comment elle peut faire son chemin, elle, par rapport à tout ça, et y apporter quand même, et surtout garder sa lumière pour pouvoir la rayonner. Voilà un petit peu mon partage d'expérience aujourd'hui. Je vous dirais en conclusion qu'évidemment l'école démocratique et cette manière d'éduquer mes enfants a été
est une expérience incroyablement riche parce que dans ce cadre, les parents peuvent participer à l'éducation de mes enfants. Moi, je me suis sentie pleinement actrice aussi de leur accompagnement dans leurs apprentissages. Ça m'a aussi confrontée moi-même hein, à des limites, à des apprentissages que j'avais à faire pour moi en tant que maman. Et ça m'a beaucoup, beaucoup enrichie. Et ce qu'il en ressort au final, et c'est ce qu'on souhaite quand on est une femme leader, une femme entrepreneur, qu'on a des enfants, eh bien c'est que la relation avec mes enfants, elle est vraiment extrêmement gratifiante. Nous sommes complices, nous jouons ensemble, ils ont confiance en moi, on s'appelle régulièrement. Et très souvent, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, hein, où des personnes me disent voilà, mon adolescent, je ne le comprends plus, il ne parle pas, etc. Moi, j'avoue que je n'ai pas connu ça, que mes enfants, même quand ils ont été en difficulté et ça leur est arrivé, eh bien, on a toujours gardé un dialogue. Ils ont une grande confiance en moi. J'ai confiance en eux. On peut parler de tout. On règle les problèmes ensemble. Et c'est super, évidemment, gratifiant, enrichissant et valorisant en tant que maman. Voilà, donc j'espère que mon partage vous a un petit peu inspiré. Sachez que c'est un sujet qui me passionne absolument et que je suis toujours prête d'être à l'écoute des parents qui cherchent des informations. Alors n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions par le biais du formulaire de contact sur mon site internet. Je serai ravie de vous soutenir dans votre démarche si vous vous posez la question. Et je rappelle que ce sujet sera du rapport aux enfants et à nos enfants sera un sujet que je vais aborder notamment dans mon grand event Femmes de cœur, Femmes leader les 7 et 8 octobre à Lyon. Je vous laisse regarder les informations et j'espère vous accueillir nombreuses et aussi nombreux lors de cet événement. Je vous remercie de votre attention, c'était Laurence Arpi avec vous.